Pink Floyd. Que vous connaissiez ou pas leur musique, on a tous déjà vu au moins un t-shirt des Pink Floyd dans la rue ou tout simplement ce prisme venant de la pochette Dark Side of the Moon. Mais si aujourd'hui les Pink Floyd sont un groupe aussi culte dans la culture musicale en général, c'est parce qu'après le grand succès de Dark Side of the Moon, ils ont avec The Wall changé les horizons musicaux à jamais. Aujourd'hui, le 23 mai, nous fêtons les 36 ans de la sortie française au cinéma du film The Wall. Et oui, parce que The Wall c'est un album et un film. Bon, déjà laissez-moi vous expliquer depuis le départ. Pink Floyd a plus ou moins eu 2 phases. La première commence à partir de 1965 à Cambridge et ils sont 4. Nick Mason, le batteur, qui est quelqu'un de foncièrement engagé dans le groupe, gentil et calme, il sera le membre le plus fidèle au Pink Floyd. Rick Wright, qui s'occupait des claviers, discret mais indispensable dans la création du son Pink Floyd planant et psychédélique. En gros, c'est le pro du solfège, qui notamment accordera les guitares des autres membres du groupe. Ensuite, nous avons Roger Waters, qui est à cette époque, entre guillemets, simplement le bassiste des Pink Floyd et compose aussi quelques chansons. Et enfin, nous retrouverons le mythique Syd Barrett, premier compositeur et parolier du groupe, chanteur et guitariste entre 1965 et 1968. Malheureusement, son génie musical et sa sensibilité ne seront pas compatibles avec le succès que les Pink Floyd acquerront en 1967. En effet, Pink Floyd est à cette époque un groupe britannique de rock psychédélique, blues, baigné dans l'essence même de l'esprit destructeur de Syd Barrett. Ce dernier, épris par le succès, consommera beaucoup trop de LSD et beaucoup de drogues hallucinogènes, le plongeant dans les enfers d'une dépression nerveuse et rendant son comportement erratique et incontrôlable. Il quittera le groupe en 1968 et abandonnera carrément la musique en 1974. Bon, en soi, il y a 1001 trucs à vous dire sur Syd Barrett, mais vous inquiétez pas, il fera à lui seul l'objet d'une vidéo exclusive. Son départ en 68 démarrera le commencement de la deuxième phase des Pink Floyd avec sa nouvelle identité, ou en tout cas celle que Roger Waters lui donnera. Et c'est David Gilmour qui remplacera officiellement Syd. Sa présence changera radicalement les compositions du groupe grâce à ses solos de guitare presque magiques. Roger Waters, devenu le nouveau leader des Pink Floyd, sera de plus en plus un taré de contrôle et il exercera son génie dans des compositions qui avoisineront plus vers le rock progressif. Entre 68 et 79, les Pink Floyd feront 8 albums avec leur nouvelle formation et connaîtront un grand succès jusqu'aux États-Unis. Mais il faut savoir qu'après la sortie de Dark Side of the Moon, les Pink Floyd étaient très endettés à cause d'une stratégie marketing et financière qui avait échoué et ils devaient enchaîner les concerts et les albums pour apporter un petit peu plus d'argent. Et c'est là où l'histoire de The Wall commence. Le 6 juillet 77, Pink Floyd organise un concert, encore à $10 le billet, au Canada dans le stade olympique de Montréal. En 48 heures, ils vendent plus de 57 000 billets. Roger Waters, frustré par le comportement inacceptable de certains membres du public, en vient à cracher sur un homme au premier rang qui ne faisait que de crier ou chahuter au lieu d'écouter la musique. Oh, for fuck's sake, stop letting off fireworks and shouting and screaming. I'm trying to sing a song. Le concert continuera à s'enfoncer dans le chaos quand David Gilmour lui-même refusera de faire le rappel de fin de concert, préférant se cacher à la console de mixage. Waters, abasourdi par ce concert déplorable, ne pourra plus le sortir de sa tête et une pensée germera dans son esprit. Il aimerait créer un mur entre le groupe et le public. Il dira par lui-même « J'ai vraiment détesté ce concert car il s'apparentait plus à un événement social avec des stars et des fans plutôt qu'un basique concert contrôlé entre des musiciens et une audience. » Et en effet, Roger Waters depuis le début déteste le concept de la stardom et du système de glorification des musiciens qui ont, je le rappelle, plus ou moins tué son compère Syd Barrett. Du coup, après des vacances bien méritées pour le groupe, Roger Waters retourne en studio pour montrer à ses camarades 2 démos qu'il a écrites en seulement quelques mois. Dans ces 2 démos, les premiers sons de The Wall y sont présents. Bon, en soi, David Gilmour dira plus tard que cette démo était inécoutable car de très mauvaise qualité et Nick Mason en rajoutera une couche en disant qu'elle était légère, voire très légère, mais que le groupe entier avait distingué le potentiel musical derrière. Roger avait pensé The Wall en 3 actes. Un album, un concert théâtral et un film. Mais ce qu'il savait pas, c'est que la création de cette œuvre complète allait détruire de l'intérieur les Pink Floyd. S'ensuivent 8 mois de création intense autour du concept de Roger Waters. Beaucoup de tensions commencent à monter entre les membres du groupe et Roger Waters commence à devenir plus un tyran qu'un simple leader de groupe. En effet, Waters est très attaché à son album concept qui retracera littéralement sa vie, agrémenté de quelques références à Syd Barrett. Tout le groupe s'accorde sur le point que cet album est très bon, mais aussi très mégalo. Bob Ezrin, le producteur, dira d'ailleurs que c'est un album de Roger, sur Roger, pour Roger. Le leader s'assurera même que le producteur en question n'ait pas de crédit pour l'album, alors que pourtant il est co-compositeur de la chanson The Trial par exemple, et il ira très loin dans sa moquerie en portant des badges affichant Nope
pour No Points, Earth In. Pareil, pendant la création de l'album, Rick Wright sera renvoyé de la formation des Pink Floyd car Waters lui reprochait de ne pas du tout travailler l'album avec eux. Quand l'album sortira, la critique sera mitigée. Certains crieront au génie pendant que d'autres le considéreront comme pathétique. Bref, en gros, vous avez compris que la simple création studio de l'album a pris une tournure chaotique. Mais malheureusement, ce n'était pas la fin de leurs aventures haineuses. Roger Waters a eu pour idée de retracer l'album visuellement, par le biais de quelques dates de concerts. Ces concerts seront adorés de tout le public grâce à l'immersion totale de l'audience dans l'histoire de l'album. Des personnages gonflables et des dessins envahiront la scène, designés par Gerald Scarfe. Et pour la petite anecdote, Gerald Scarfe, c'est aussi le dessinateur des personnages d'Hercule. Et de plus, en lien avec le concept, un mur de 12 mètres sera progressivement installé par des techniciens pendant le concert, coupant le groupe de la foule. Et bien que le concert soit comme Roger le voulait, théâtral et visuellement immersif, il coûtera beaucoup trop cher au groupe. Vous l'aurez compris, il fallait un autre moyen pour rembourser leurs dettes. Initialement, le film ne devait être que des extraits du concert, entremêlés de quelques scènes cinématographiques. Mais Alan Parker, le réalisateur démarché pour le film, ne le voyait pas de cet œil. It would have been hard for it to be an Alan Parker film because it never could be really, because it was the work of other people. And it was not a very enjoyable experience for the very reason that you had all these very strong creative people and very strong egos, including my own. You know, perhaps out of that creative conflict, a lot of sparks between myself particularly and Roger Waters and perhaps Gerald Scarfe. But out of that came a very, very original film. Une énième dispute éclate entre Roger Waters et Alan Parker, mais ils finiront par s'accorder sur un script, celui du maintenant cultissime The Wall. Pour résumer, l'histoire raconte la vie d'un anti-héros nommé Pink, qui est oppressé dès les premiers instants de sa vie. Il perd son père, tué pendant la Seconde Guerre mondiale, et ensuite super protégé par sa mère, en plus d'être tyrannisé par des professeurs désireux de le modeler comme les autres élèves dans le moule que réclame la société. Pink se retire alors dans un univers imaginaire, en bâtissant un mur, une allégorie représentant sa distanciation émotionnelle, pour le protéger du reste du monde. Chaque traumatisme qu'il subit est une nouvelle brique dans son mur. Parallèlement à ce processus, il devient une rockstar et se marie. Mais il s'éloigne de plus en plus de sa femme qui finira par le tromper. Pink achève alors la construction de son mur. Il sombre alors peu à peu dans la folie et la dépression. Perdu en lui-même, il doit cependant refaire surface en raison de son mode de vie. Son entourage lui injecte des médicaments pour qu'il puisse assurer ses concerts, et Pink hallucine et se prend pour un dictateur fasciste. Ses concerts deviennent des prestations néo-nazies durant lesquelles il envoie ses hommes contre les fans qu'il considère comme indignes. Mais sa conscience finit par se révolter et le soumet à un procès dans lequel il est à la fois accusé et plaignant. À l'issue de cet auto-procès, le juge ordonne que le mur soit détruit et que Pink s'ouvre au monde. Au départ, Roger Waters était censé incarner Pink, mais le groupe, déjà épuisé par ses excès de mégalomanie et son jeu quelque peu discutable, c'est le réalisateur Alan Parker qui le rejettera du casting. Il sera remplacé sous la demande du réalisateur par Bob Geldof, un poète et un musicien punk. Mais voilà, Roger Waters était décidément très obstiné et beaucoup de disputes éclateront entre le créateur et l'acteur. Waters pense que Geldof n'a pas compris une seule ligne de l'histoire qui est pourtant la sienne et se vengera sur l'acteur en lui confisquant son script. Presque toutes les scènes du film seront en fait improvisées par Bob avec le soutien d'Alan Parker. Du coup, pour prendre sa revanche, à chaque moment que Bob devait chanter ou parler, il prendra un accent irlandais immonde. En plus des disputes incessantes entre les Pink Floyd et l'équipe du tournage sur la manière de voir l'œuvre, Alan Parker a aussi dû affronter la dangerosité des skinheads de l'époque. En effet, pour jouer les sous-fifres du dictateur Pink, Parker avait engagé plus de 380 vrais skinheads lors de son tournage, qui se sont beaucoup trop immergés dans leur rôle et ont commencé à tout casser pendant les scènes et à être totalement incontrôlables. En plus de l'enregistrement de l'album et des concerts, le tournage de The Wall sera une véritable catastrophe pour chacun des réalisateurs. Gerald Scarfe, lui-même, ayant en tout et pour tout réalisé plus de 15 minutes d'animation pour le film, assemblant plus de 10 000 dessins, explique aujourd'hui qu'il devait se lever à 8h du matin pour s'enfiler une bouteille de Jack Daniels afin d'arriver sous au tournage pour pouvoir appréhender l'ambiance. Alan Parker dira quant à lui que le tournage de ce film était l'expérience la plus misérable de sa carrière de réalisateur et qu'il ne refera plus jamais la même erreur. Sympa, non ? Bon, malgré tous ces déboires en interne, le film The Wall sera félicité à Cannes, où même le réalisateur Steven Spielberg demandera à Parker « What the fuck is that ?», mais plutôt par émerveillement. Rassurez-vous. Grâce au film, le public a eu un regain d'intérêt pour l'album, qui aujourd'hui est le double album le plus vendu au monde, assemblant plus de 60 millions de copies vendues et 23 disques de platine aux États-Unis. The Wall a influencé des artistes de l'époque, comme David Bowie ou Genesis, mais aussi un bon nombre de nouveaux artistes, comme Nine Inch Nails, ou encore Radiohead. Mais vous voulez savoir la meilleure ?
aucun des créateurs du film n'est satisfait par le résultat. Roger Waters dira que le film est beaucoup trop sombre et qu'il n'y a aucun moment de répit. Et encore pire, il dit même qu'il n'a aucune empathie pour le personnage de Pink, qui est quand même un petit peu censé être lui-même. David Gilmour dira quant à lui « Je pense que le film est devenu trop noir et négatif. Je le vois aujourd'hui comme une liste de gens que Roger blâme pour ses propres ratés dans sa vie. » On adore. Bon, en tout cas pour moi, The Wall est clairement dans mon top 10 de mes œuvres préférées. Mon propre père est allé le voir 7 fois au cinéma, et si j'ai commencé à aimer la musique en tant qu'art, c'est grâce à l'écoute du morceau Comfortably Numb à mes 12 ans. Pour beaucoup de fans, The Wall est une œuvre dans laquelle on peut s'identifier et se retrouver. Elle nous comprend. Alors au dépit de toute la haine que vous pouvez porter sur cette réalisation, merci Pink Floyd, merci Alan Parker et Gerald Scarfe, et très bon anniversaire The Wall.